Bonsoir mesdames et messieurs, à nouveau bienvenue sur le plateau du Théâtre La Passerelle pour le deuxième rendez-vous avec la compagnie du double autour du spectacle Projet Newman. On n'en dit pas plus, je les laisse avec vous. Bonne soirée. Moi j'ai trouvé une citation si vous voulez. Ouais, Vas-y, sur une citation. On part sur 4 minutes. Du coup, 4 minutes, vas-y. C'est parti. Selon un article paru dans le quotidien viennois Presse du 24 décembre 1954, la famille française a découvert que la télévision était un bon moyen de détourner les jeunes gens de passe-temps coûteux, de retenir les enfants à la maison et de donner un nouvel attrait aux réunions familiales. Il n'en est rien. Ce mode de consommation permet en réalité de dissoudre complètement la famille tout en sauvegardant l'apparence d'une vie de famille intime, voire en s'adaptant à son rythme. J'aime bien la télé, en fait, qui change la famille, les rapports familiaux. Enfin, qui donne l'illusion de les maintenir. C'est ça. la question c'est de comprendre ça, c'est pourquoi il n'en est rien. Pourquoi en fait la télé, elle anéantit finalement, pourquoi elle propose pas finalement une activité collective par le fait que tout le monde ait un regard centré sur un même sujet. Pourquoi ça permet pas du dialogue? Bah parce que par exemple, ne serait-ce que le point de fuite. Oui, puis parce qu'elle confisque la parole. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où la télévision, enfin ce que raconte en tout cas Gunther Anders, au moment où elle est arrivée dans les foyers, comme la famille s'est retrouvée devant des entités, enfin des personnes qui parlaient et finalement elles ne pouvaient pas répondre. Et donc il y a cet exemple le plus éloquent, c'est l'exemple du présentateur télé, avec cette personne qui nous regarde et qui fait comme s'il nous parlait, mais c'est un rapport unilatéral parce que cette personne peut nous parler mais on ne peut pas lui répondre. C'est ce qu'il appelle les copains portatifs pour la radio, pour la télé, c'est ça? Ouais, et puis ça va plus loin les copains portatifs, c'est-à-dire ça développe l'habitude, fait que on développe des rapports de familiarité. Ouais, et il parle aussi dans la dissolution de la table de la famille. Avant, on était autour d'une table. Comment la télé a créé une situation de spectateur. D'un coup, le foyer, ça devient une autre situation de spectacle, puisqu'on tourne nos chaises et on est face à l'écran comme on est au théâtre, par exemple, face à une pièce. Ça, alors et cette famille qui est face à l'écran reste entre familles dans un immeuble, par exemple. Ils vont être chacun dans leur case. Ouais. Comme des ermites, Ouais. et il appelle ça, c'est ça, les ermites de masse. Parce que c'est la reproductibilité de l'objet télévision, où tout le monde a son écran, a sa télé, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il va même encore plus loin, il appelle les gens les travailleurs à domicile, puisqu'en fait ils fabriquent eux-mêmes l'homme de masse en consommant en continu, alors qu'avant les gens ils travaillaient pour permettre de la production d'objets. Ouais. Là maintenant, c'est en consommant que finalement ils produisent eux-mêmes leur propre sujet d'aliénation et du coup ils payent pour se vendre, quoi. Enfin, et puis vraiment, en fait, l'idée, en tout cas de sa pensée, c'est vraiment là où c'est une pensée humaniste, c'est que ce qu'il dénonce, c'est à quel endroit ça nous isole. Et finalement, ça nous isole des expériences qu'on peut faire, de l'expérience du monde. Oui. Ça donne l'illusion de la connaissance de ce monde extérieur, alors qu'en fait, nous n'en faisons pas l'expérience. Nous avons l'impression que c'est ça l'extérieur, alors que c'est juste des images choisies, montées. Le monde nous est représenté, le monde en effigie parle de ça. Et cette effigie change nos relations avec le réel et nos comportements. Et là pourtant, il parle que de la télé, alors genre avec la réalité virtuelle aujourd'hui, Internet, etc. La radio, Internet, et puis quand il parle des rapports à la fiction. C'est-à-dire que quand il raconte l'histoire de ces vieilles dames qui écoutent une fiction de radio et qui ont un tel rapport de familiarité avec les personnages de la radio qu'elles en viennent à faire des cadeaux. C'est-à-dire que les personnages de fiction, quoi. Aux personnages. Ce qu'il appelle les fantômes. Et des fois, quand il y a des naissances dans la narration, dans la série, elles envoient des layettes, du linge, de la laine, enfin des.
Projet Newman, c'est un spectacle qu'on a créé la saison dernière. Et avant de le créer, on a répété 2 semaines à l'usine Badin, à Gap. Et ça avait été l'occasion pour nous de rencontrer le public dans le cadre des apéros rencontres. Et on avait pu tester des scènes et ça avait beaucoup réaiguillé le spectacle après. On a tourné Projet Newman toute la saison dernière et on l'a fini. La dernière date l'année dernière, c'était le jeudi 12 mars, soit juste avant le premier confinement. Cette saison, on l'a repris fin septembre à Châteauroux avec une date un peu particulière parce qu'on l'a joué pour la première fois à 10h45 du matin. On a retravaillé le spectacle et on était prêt à venir jouer à Gap hier et aujourd'hui à 19h. En ce moment, on est en train de travailler pour retrouver des dates pour le report du spectacle. Projet Newman, c'est l'histoire de nous 4. L'histoire de Guillaume, mon frère, l'histoire d'Émilie, ma sœur, l'histoire de Max, mon frère, qui n'a pas pu être présent là ce soir avec nous, et mon histoire. Notre mère nous a abandonnés. Elle est partie pour rejoindre l'amour de sa vie. Victor Newman, le héros des Feux de l'amour, son feuilleton préféré. Et elle nous a complètement abandonnés. Et nous, face à cet abandon, on mène l'enquête pour comprendre son geste. Et on a fait l'expérience collective du jeu. Cette enquête nous a amenés à jouer ensemble les personnages féminins des Feux de l'amour. Catherine Chancellor, Nikki, Ashley et Phyllis. Guillaume. En tant que comédien, moi je suis convoqué à J0. J0, c'est-à-dire que je dois arriver le matin de la représentation. Parce qu'évidemment, on a pas mal de choses à faire. On doit s'occuper des accessoires, des costumes et particulièrement aussi des perruques. Parce qu'on a des très belles perruques qu'il faut peigner, qu'il faut brosser, qu'il faut nettoyer, qu'il faut chouchouter. C'est très important de savoir chouchouter sa perruque. Et moi, j'ai une petite particularité aussi, c'est que je m'occupe de régler, de préparer mes instruments. Parce que j'ai plein d'instruments dans ma besace. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, je le déteste. J'ai plein d'instruments dans ma besace et je dois m'occuper de les placer sur le décor, aux 4 coins du décor, pour que personne se prenne les pieds dedans. Alors pêle-mêle, qu'est-ce que j'ai? J'ai une tilinko, qui est une flûte traditionnelle hongroise, comme ça, avec 2 orifices, donc il faut juste travailler la colonne d'air pour changer les intervalles. Un saxophone alto, avec lequel je fais du jazz improvisé. J'ai une sanzula, c'est un piano à pouce en la mineur, c'est idéal pour les contes pour enfants. Une guimbarde chinoise qu'Amine ne veut pas du tout que j'utilise. J'ai aussi des carcabous, des instruments de percussion marocains. J'ai quoi d'autre? J'ai un thérémine aussi, les premiers instruments électroniques là, avec 2 antennes, vous savez, ça fait des trucs comme les sons d'ovni là dans les vieux films d'horreur. Mais moi, je fais du classique, du Handel, enfin j'essaye. Et j'ai une guitare folk et une guitare électrique aussi. Il me semble que c'est à peu près ça. Et à la fin de ma mise, comme ça, qui dure à peu près une bonne 30aine de minutes, je haile Fabien, qui est le créateur sonore, et je lui dis, Fabien, répétons donc le morceau final. En général, il est d'accord. Et à ce moment-là, on se prépare pour vérifier un petit peu l'acoustique de la salle. Tac. Alors, normalement, c'est avec la guitare électrique. Et je commence par tester le micro. Je vais check, essai, ça fait bon genre. Et c'est parti. Long float on, sheepless ocean, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. And your song, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. I am as puzzled as the newborn child. I am as riddled
as the tide? Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Il s'agit de Song to the Siren de Tim Buckley, que j'ai reprise parce que j'ai choisi, parce que ça parle d'un marin qui est perdu sur un océan sans horizon et qui entend le chant de la sirène, donc figure mythologique qui est à la fois dévoratrice et à la fois extrêmement séduisante. Et parce qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est une chanson, Song to the Siren, donc c'est une chanson pour la sirène qui elle-même chante pendant la chanson. Et il y a cette espèce d'ambivalence comme ça, d'effroi, de peur, et c'est toute une errance métaphysique magnifique qui me plaît énormément. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, quand je réfléchissais à cette mère qui quitte ses enfants pour retrouver Victor Newman, que ce Victor Newman était une forme de sirène. I am as puzzled as the newborn child. Je suis aussi éparpillé que l'enfant nouveau-né. Je vais vous parler d'une personne qui a été très importante pour moi, qui s'appelle Lydia et qui a été ma nourrice de mes 3 semaines à mes 6 ans et qui m'a mis devant la télé après le déjeuner, inlassablement devant les feux de l'amour. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'en ai une connaissance assez fournie et surtout c'est la mythologie. La mythologie des feux de l'amour, elle commence avec un homme qui s'appelle Victor Newman. Et Victor Newman, il ne s'est pas toujours appelé Victor Newman. Non. Avant, c'était Christian Miller. Voilà, et dans une famille très pauvre, il est orphelin, il a été abandonné une première fois par son père, après par sa mère. Voilà, et Christian Miller, à ce moment-là du spectacle, il y a Maxime qui met une moustache comme ça, dans sa veste en cuir, et qui se met à jouer la transformation. Victor Newman. L'American Dream. Quoi. Exactement, et c'est grâce à Catherine Chancellor. Oui, Catherine Chancellor, c'est une vieille. C'est ça, voilà. Mais en cours à l'américaine, quoi. Beaucoup de maquillage. Du botox, un peu comme ça. Voilà. Et elle a une entreprise, elle est très riche. Elle va donner les clés de son entreprise à Victor Newman, elle va lui faire confiance. Côté business, ça va être un succès fantastique. Mais côté sentimental, c'est plus compliqué. Oui, par exemple, Ouais. à un moment donné, Victor, il séquestre Michael Scott, qui est l'amant de sa première femme, Julia Newman, et il le torture psychologiquement en lui montrant des vidéos de lui, de Victor, et de Julia, donc la copine de Michael, en train de faire l'amour, quoi, des sextapes. Oui, Voilà. Et là, Julia, elle s'en rend compte. L'autre, il est baïonné. Elle vient, essaye de le libérer. Victor arrive avec aussi. Victor. Elle tombe dans les Victor, elle tombe escaliers. elle était enceinte, Et et donc donc, elle fait une fausse couche. Et après ce drame, il rencontre Nikki, Ah oui, la femme de sa dans vie, un et club il la de rencontre striptease, hein. Exactement, dans un Elle est club de blonde, striptease. peroxydée, c'est vraiment Ouais. l'héroïne. C'est la femme Elle est de sa incroyable. vie, c'est la femme de sa vie. Et même, ils vont se marier, ils vont divorcer 4 fois. Après, Victor Newman, il est en concurrence avec John John Abbott, Abbott, qui a ouais. vraiment une entreprise comme lui. Et John Abbott, il a une fille qui Ashley. s'appelle Ashley et qui va être détenue par un routier. Ah oui. Quand elle est détenue par un routier, Victor, Il va tout de suite, il paye la rançon. payer la rançon. Et il Et l'aide. il la ramène dans son ranch après. Ouais. Après. Pour Il la genre, séduit pour contre qu'elle fleurette et qu'elle tout se ça. remette de ses émotions, Oui, il la etc. drague, quoi. Et ben, ils vont tomber amoureux sous les yeux de Nikki. Qui, Elle va elle, rien pouvoir faire. Elle va coucher Elle avec va Jack coucher Abbott, avec du coup, qui est le Jack fils Abbott. de John Pour se Abbott. Pour se venger, oui, Et après exactement. ça, Victor, il va être jaloux, donc évidemment, il va lui il proposer veut de garder. lui céder les parts de la société S'il à divorce, Jack s'il s'il divorce, divorce. et Et Jack, s'il il accepte. Alors Nikki, du coup, elle est complètement elle est furieuse. scandalisée. Et alors, elle est Comment scandalisée. tu peux Elle est faire ça enceinte. Elle fait du cheval, du coup. Elle prend le cheval, elle y va. Mais elle tombe à cheval. Oui, mais parce qu'elle boit, elle boit. Non, elle boit après, du coup, parce Ah, qu'elle elle fait une boit fausse après. couche. Ah oui, elle fait la Moi, fausse je pense couche, qu'elle elle boit. boit. Elle fait une fausse couche. Elle était enceinte, elle fait une fausse couche. Du coup, À l'hôpital, elle va à l'hôpital. Et elle boit après. Et elle boit Elle après. devient complètement Et donc, alcoolique. Là, elle revoit Victor et elle lui annonce qu'elle était enceinte. Et donc Victor, il y a le Donc, plafond qui comme tombe vous sur- pouvez le voir, c'est une histoire avec plein de rebondissements, de péripéties. Et c'est vrai que quand on a découvert la pensée de Gunther Anders, moi j'ai immédiatement pensé à ma mère. Parce que ma mère a beaucoup consommé et consomme encore aujourd'hui ce type de programme qu'on appelle aussi des soap opéras. Et en fait, il faut savoir qu'on les appelait les soap opéras parce qu'en fait, à l'origine, ce sont les fabricants de savon et d'hygiène qui en sont les premiers producteurs, type Procter & Gamble, Colgate, Palmolive. Et en fait, l'idée, c'était de proposer un programme pour la ménagère, la femme au foyer. Donc un produit un peu stéréotypé,
où il était question de pouvoir, d'argent, de mariage, de divorce, de jalousie, et dans l'idée de les faire fantasmer. Et par exemple, moi, c'est vrai que plus jeune, j'allais l'été, tous les étés, j'allais pour rendre visite à ma famille en Algérie. Et très souvent, je me souviens de ma grand-mère qui, après le déjeuner, en fait, se mettait devant la télé, parfois avec mes tantes, des fois avec mes cousines, et c'était en fait essentiellement un public féminin. Et elle regardait son émission préférée, qui était une telenovelas qui venait de Turquie. Et en fait, parce que la Turquie est un grand producteur de ce type de programme. Et c'est vrai que je me souviens de ma grand-mère qui prenait, en fait, qui parlait à la télévision et aux personnages comme si elle pouvait interférer ou agir sur ce qui était en train de se produire. Et c'est vrai que elle était affectée par ce qui leur arrivait, comme s'ils étaient des membres de la famille. Une famille, c'est comme une petite société. Chacun a une place bien définie, une prison bien à lui, et pour y échapper, il faut partir. Pas d'autre option. Et lorsque tu reviens, tu retrouves ta place comme tu l'avais laissée, avec ce doux confort de l'enfermement et la fuite pas loin qui t'attend. Une porte pour échapper à l'envie de meurtre. Et tu passes ta vie entre prison et évasion. Ma mère a toujours préféré que ce soit moi qui mette la table. J'étais le plus précis. Et pour la table, elle aimait que les choses soient précises. Une sorte d'héritage familial. Une névrose maniaque. Les autres dispersaient les couverts sur la table. Moi, je mettais. La fourchette à gauche, le couteau à droite, avec un écart identique entre l'assiette et les couverts de chaque côté. Je détestais mettre la table. Et en même temps, je savais que j'étais le seul à pouvoir la dresser correctement. Parfois, quand j'ai le temps et l'envie, je passe à la boulangerie pour acheter des chouquettes. Je trouve que c'est un nom de pâtisserie à la fois ridicule et touchant. Et j'en partage un sac entier avec des amis ou des collègues ou des inconnus parfois. Il y a quelques jours, je regardais une chouquette qui était restée seule au fond du sachet en papier. Une chouquette, oubliée, là, que personne n'avait mangée. Et j'ai pensé à ma mère. Il devenait clair, à ce moment précis, que cette chouquette était ma mère. Une chose fragile, légère, qui tient dans une main, sur laquelle perlent des éclats de sucre, qui se perdent à la moindre secousse, au moindre geste brusque, coincée au fond d'un sac en papier, attendant qu'une main vienne l'en sortir. Mais elle n'est pas restée dans son sac. Elle est sortie pour chercher cette main qui ne venait pas. Elle est sortie, pleine de sucre et de vie, pour remplir ce vide qui ne lui va plus. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman
roman comme tant d'autres qui pourraient être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. L'histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Voilà, l'intimité numéro 4 est terminée avec la compagnie du double. Un deuxième rendez-vous semblable mais pas tout à fait identique. Vous pouvez jouer au jeu des différences d'ailleurs. Les intimités artistiques, évidemment, je remercie la compagnie du double. D'abord, Émilie, Amine, Romain et Guillaume d'avoir été là, d'avoir joué le jeu pour garder ce lien avec vous en conditions directes. Hein, c'est un plan séquence, un seul plan séquence qu'on a enregistré plusieurs fois. Donc voilà, il y a quelques différences et vraiment, je les remercie de s'être engagés à ce point. Les intimités artistiques continuent et je vous donne rendez-vous lundi et mardi, cette fois avec la débordante compagnie et le spectacle Péricopto, pareil, en direct sur le plateau du théâtre. Merci beaucoup de votre écoute. Gardez bien ce lien avec le théâtre avant de nous retrouver en chair en os dans pas longtemps, j'espère. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.